soir, nous sommes ensemble pour 2 heures d'échange, 2 heures de partage. Si vous avez un problème d'ordre familial ou professionnel, si vous rencontrez des tensions au sein de votre couple ou si vous avez une question personnelle en suspens, je vous invite à appeler le 39 21. Vous y serez accueillis jusqu'à 1 heure par Jeanne et Paul, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors je salue aussi tous les aventuriers de la route, parce que Sergio me rappelle à l'ordre en disant et nous alors on sillonne les routes été comme hiver, nuit après nuit, et vous ne pensez pas à nous, mais si bien sûr. Mais bon, n'affrontez pas non plus une mer démontée, vous n'êtes pas complètement seul au milieu, seul au monde. Hein. Finalement, vous croisez d'autres personnes, même si c'est vrai que vous êtes quand même assez seul dans votre cabine. Et justement, on est là pour vous tenir compagnie, Sergio, Georges, Dalton et tous les autres. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors hier, on a évoqué la dépression avec mon invité, le psychiatre Alain Gérard. Pour ceux qui n'ont pas pu entendre l'émission, j'ai eu quelques mails là-dessus. Sachez que vous pouvez réécouter les émissions en podcast, donc vous pouvez bien évidemment avoir accès à l'émission d'hier. Et puis Alain Gérard m'a chargé de vous dire, en tant qu'il est président du Congrès français de psychiatrie, qui aura lieu fin novembre, du 28 novembre au 1er décembre exactement, à Paris, à La Défense, que s'il y a parmi vous des psychologues qui sont à l'écoute et qui sont intéressés pour participer à ce congrès, l'après-midi du samedi 1er décembre est ouverte aux psychologues uniquement. C'est pas un congrès qui est ouvert au grand public. C'est un congrès des psychiatres et les psychologues sont invités le samedi après-midi, où justement seront abordées les différentes formes de psychothérapie. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur info@ congrès français de psychiatrie.org, tout attaché, congrès français de psychiatrie, info@ congrès français psychiatrie.org. Europe 1. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, j'ai écouté effectivement l'émission hier soir, ça m'a beaucoup intéressée. Tant mieux. Mais ça concerne particulièrement mon appel pour mon petit-fils qui a 18 ans. Oui. C'est un enfant assez doué, il est en terminale S. Oui. Mais il rencontre des problèmes qui me tracassent beaucoup. Ses parents sont divorcés. Il a choisi de venir vivre avec son père, qui est mon fils. Mm-hmm. Mon fils ayant un métier très dur et très prenant. Il est autant chez son père que chez sa mamie. Voilà. Bon, ça se passait pas trop mal. Et puis, il a une fratrie, ils sont de 4. Ils sont 4 enfants. Bon, mais lui, tout d'un coup, il a décidé de venir vivre avec son père. Donc, ça a passé devant le juge, pas de problème, puisque la maman... était d'accord? Pas déchu de ses droits, mon fils non plus, ça s'est bien passé, le divorce, tout s'est bien passé. Et le petit, donc, vit depuis une dizaine d'années chez son papa. Alors, les problèmes qu'il rencontre, je vais vous les communiquer de manière à ce que si vous pouvez me rassurer quelque part. Alors, les problèmes qu'il rencontre, c'est qu'il refuse tout d'un coup de faire sa toilette. Il est très propre, il n'a pas une tache sur ses vêtements, il est d'une maniaquerie terrible pour ses mains. Qu'est-ce que vous voulez dire par maniaquerie terrible pour ses mains? C'est-à-dire qu'il se lave très souvent les mains? Il va se laver les mains 10 ou 15 fois par jour, et lorsque les mains sont bien lavées, il ne met plus ses mains sur le robinet, il arrête l'eau avec un coude. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Lorsqu'il se relève de sa chaise, il va regarder sous la chaise, il insiste, quand il ferme la porte de la maison,
il regarde encore derrière la porte. Je sais pas ce que... J'imagine que ça ressemble un petit peu à un toc, non? Oui. C'est pour ça que je vous pose Oui, la oui, oui. question. Alors, il a passé son permis de conduire. Il est allé le passer chez son grand-père dans le Nord, parce que son grand-père fait auto-école. Il a eu son permis. Oui. Il est rentré comme un grand. Il a traversé Paris en métro, tout ça. C'est très bien. Il est grand, il a 18 ans. Eh bien oui. Vous dites comme un grand. C'est votre petit-fils en même temps, mais vous vous rendez compte, il a 18 ans. Oui, vous avez raison de dire ça. Parce que c'est curieux de dire il a pris le métro, il est rentré comme un grand, mais, à 18 ans. Vous savez, il y a un problème, c'est que on est à la campagne. Les enfants sont mûrs. Ils ont une maturité comme tout le monde, ils ont la même intelligence, mais question émancipation, si je puis dire, ils sont toujours un peu en arrière des autres, si vous voulez. Par exemple, voyez-vous, il a son permis, moi je ne me sers plus de la voiture, je lui dis, pendant qu'on t'achète une voiture, comme tu viens d'avoir ton permis, est-ce que tu pourrais prendre la mienne? Ça n'a aucune importance si tu me l'abîmes un peu, tout ça, je ne suis pas du tout comme ça. Il ne veut pas. Alors qu'il est ravi d'avoir son permis. Oui, mais ça, il a peut-être peur de, comme c'est la vôtre, même si vous lui dites c'est pas un problème, si si tu l'abîmes, s'il y a, y a un petit choc, je pense que quand même il préfère éviter. Oui. Et puis peut-être qu'il est plus à l'aise avec je comprends la sienne. bien, mais il oppose une résistance et à tout ce que une résistance. Et je sens qu'il est en souffrance. Et moi, je pense que vous allez me dire si je pense bien. Oui. Je pense que il a une maman qui s'est remariée, qui est redivorcée, qui a eu des enfants. Ça fait que 6 enfants dans la famille. La maman est un petit peu dépassée par les événements parce que c'est une très bonne maman, mais ça fait beaucoup de monde. Et il a l'impression que sa maman s'en occupe pas. Je crois qu'il est en manque de sentiments de sa maman, en manque de sa mère. Voilà, c'est un manque qu'il a. Et moi, pendant les vacances de la Toussaint... Mais il la voit, sa mère? Eh bien, justement, parce que comme... son petit frère, nous l'avions pendant 15 jours aux vacances de la Toussaint. Lorsque mon fils a reconduit Thibaut chez sa maman... Ne donnez pas de prénom. Oui, c'est vrai, je me dis, excusez-moi. Quand on l'a raccompagné, à chaque fois, il va embrasser sa maman. Il adore mais ça, c'est sa normal, mère. oui. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe et... Non, mais ce qui est, si vous constatez que depuis quelque temps, il a des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, c'est vrai que il ne faudrait pas que ça s'installe trop. Depuis combien de temps vous avez constaté ça? Ça fait un petit moment qu'il est comme ça. Et on a essayé de... Mais là, il a 18 ans, c'est-à-dire ça fait 1 an, 6 mois... 4 ans qu'il est chez son papa. Oui. Quand il est arrivé, déjà la maman avait dû prendre un rendez-vous chez un thérapeute parce qu'elle trouvait qu'il était un caractère un petit peu particulier, voyez-vous. Un petit peu en opposition, toujours, mais gentil, poli, correct, ça n'a rien à voir. Et alors... Mais si vous voulez, l'autre jour, je lui ai dit, écoute, mon petit Paul, j'aimerais que tu fasses ta douche parce que je t'ai mis des belles affaires pour rentrer au lycée. Eh bien, on lui a dit, il a dit, est-ce que tu aimerais rencontrer quelqu'un qui puisse t'aider, un thérapeute, un psychologue, peu importe, un psychiatre? Je prendrais le fusil et ça se passerait mal qu'il nous sort. Vous vous rendez compte? Par rapport à cette proposition que vous lui avez fait, il y a un fusil dans la maison? C'est-à-dire qu'on est dans un métier où... Vous me dites vous êtes à la campagne? Oui, je sais, il y a des fusils, mais ils sont cachés. Il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas. Oui, mais ils ne servent jamais, parce que... Oui, mais enfin, ils peuvent... jusqu'à ce qu'ils servent. Vous avez raison.
Mais ça ne veut pas dire, attention, je ne veux pas vous alarmer inutilement. C'est pas parce que entre des paroles prononcées et des actes, heureusement, il y a une grande différence. Oui. Hein. Donc, on peut prononcer des paroles agressives, manifester de l'agressivité ou, comme ils disent, très violemment son opposition, hein, parce que il y a quand même un sérieux décalage entre le fait de la proposition faite d'aller parler à un thérapeute et dire je vais prendre le fusil. Vous voyez, il y a une façon de dire non, tu m'ennuies avec ça, voire le dire même plus vertement. Mais bon, parler de fusil là-dedans, c'est quand même très agressif. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'armes dans les maisons. Bien sûr. Ça évite bien des problèmes. Oui, oui. De toute façon, il n'y a aucun problème parce que je vais encore en parler, mais ils sont bien cachés. Alors donc, vous savez, même caché, à un moment, ça peut ressortir. Oui, alors cela dit, il y a une chose qui me frappe depuis le début, Catherine, dans la façon dont vous me parlez de lui. Alors en même temps, vous êtes sa grand-mère, donc ça doit expliquer beaucoup de choses. Oui. Mais si vous voulez, vous me parlez de votre petit-fils qui a 18 ans. Oui, il vient de prendre 18 ans, oui. Voilà. Et donc, quand vous dites, mon petit, il faudrait que tu prennes ta douche, je t'ai mis de belles affaires pour aller au lycée, on n'a pas le sentiment que vous vous adressez à un jeune homme de 18 ans, mais à un petit garçon. Oui. Et je me permets de relever cela parce que, parfois, c'est pas, mais des jeunes qui au sein de leur famille sont considérés, sont un peu infantilisés, ça peut générer des comportements assez agressifs, voire violents. Oui. Alors vous êtes sa grand-mère, donc évidemment ce n'est pas comme si vous étiez sa mère, ou en tant que grand-mère il y a ce côté affectueux, tendre que vous faites passer à travers ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut entendre comme ça des paroles extrêmement maternantes d'une grand-mère, alors que parfois d'une mère à cet âge-là, j'entends, on a plutôt envie de s'émanciper, de prendre de l'autonomie, on accepte mieux des grands-parents, mais ça n'aide pas, si vous voulez, si l'adolescent, le jeune adulte est toujours considéré comme un enfant, mais voyez, bien sûr qu'il est votre petit-fils et le fils de votre fils, mais comme un enfant au sein de sa famille, ça peut déclencher parfois des réactions un peu impulsives. Oui, mais si vous voulez, on lui donne une opportunité parce que, je ne vais pas dire le métier de mon fils, mais c'est un métier assez dur. Physiquement, si vous voulez, il a l'opportunité d'être beaucoup dehors, d'avoir même s'il veut des engins dans les mains de son âge, naturellement. Des engins à moteur, je veux dire, hein, parce que moi j'ai 15 petits-enfants, alors je les connais plus ou moins, ils sont beaucoup chez nous. Et quel rapport vous faites entre ce métier difficile de son père je vais vous dire pourquoi le rapport, parce que... je peux vous dire le métier qu'il fait, mon fils? Bien sûr, oui. Bon. Alors, il est éleveur bovin. On est d'une famille on représente 3-4 générations d'éleveurs. Et alors, si vous voulez, Paul peut très bien, à l'âge qu'il a, déjà, s'il avait envie de s'évader, de faire le grand et tout, prendre un tracteur, commencer à donner un petit coup de main à son père. Mon fils aurait été très content, mais il ne veut pas le brusquer parce qu'il n'aime pas ça. Oui, s'il n'aime pas... C'est son problème. Oui. C'est son problème. Donc, mon fils ne l'a jamais obligé, donc c'est son choix. Il veut faire informaticien. D'accord. Alors, donc, il a son ordinateur. Malheureusement, il fait trop d'Internet et compagnie. Et ses notes ont beaucoup baissé. C'est pour ça que moi, je suis très inquiète parce qu'il passe son bac théoriquement cette année, l'année prochaine. Ça marche bien. Oui, mais il chute beaucoup à cause de son comportement. Oui, mais si vous voulez, déjà se dessine un certain cadre, un certain contexte. Oui. Si vous voulez, peut-être que là aussi, il a le sentiment de décevoir. Dans la mesure où avec ce père qui est donc très occupé, très pris par son métier et qui peut-être aurait bien aimé que son fils prenne la relève. Je
crois pas. En tout cas, il aurait aimé avoir un fils Non, qui soit, voyez, lui aussi, qui aime les tracteurs, qui soit dans les métiers de la terre et autres. Bon, et visiblement, votre petit-fils, lui, est différent. Oui, mais on l'accepte volontiers, hein, parce que de ce côté-là... vous l'acceptez, certes, mais... Au contraire, parce que, vous savez, le métier étant tellement dur que, franchement, tout le monde souhaite dans la famille que les petits-enfants fassent autre chose. Hein. Parce que... Bon, qu'en pensent ses parents par rapport à... Est-ce qu'eux, ils sont préoccupés Eh bien, les parents de Paul... Ne dites pas son nom, c'est préférable pour lui. Oui, mais non, oui. Les parents... alors, de votre petit-fils? Oui. Alors, c'est mon petit-fils, c'est-à-dire que le papa est mon fils, naturellement. Oui, j'ai compris. Et la maman est très gentille, c'est une bonne maman. Mais il a été perturbé à un âge je veux dire pourquoi, lorsque mon ex-belle-fille est partie, qu'elle a quitté le domicile, elle a emmené ses 4 enfants, et Yuri, donc, comme je vous l'ai dit, est revenu chez son père parce qu'il a voulu venir habiter chez son père, parce que la maman a rencontré un ami, chose normale, elle est jeune, et elle a à nouveau divorcé, et elle a repris ce monsieur, et elle a eu 2 enfants avec ce monsieur, et j'ai l'impression que le petit se trouvait un petit peu... il aurait peut-être aimé une maman un petit peu attentionnée, si vous voulez. Bon, en même temps, elle a refait sa vie, elle a eu d'autres enfants avec un homme. C'est bon, c'est tout à fait logique, voilà, c'est dans ça peut être dans une logique des choses. Oui. Après qu'il ait lui un peu de mal à trouver sa place, Oui. Alors vous l'élevez, semble-t-il, vous êtes très présente dans son éducation, puisque votre fils vit chez vous. Mon fils a un pavillon, donc... Mais proche de chez vous. Oui, oh oui. D'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il a un peu trop couvé, à vous entendre. Oh, ben pourtant... Et que je me demande si, enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu... oui, j'aimerais bien savoir. Qui peut être un peu oppressant. Mais alors, cela dit, visiblement, quand vous lui en avez parlé, ça a déclenché une réaction c'est plus que de la colère, c'est de la rage. Hein. Donc, je crois que c'est pas vous qui pouvez là lui parler de ça, voilà, parce que je crains qu'il vous envoie balader comme il l'a fait la première fois. Alors peut-être effectivement son père qui est très occupé par son travail, lui pourrait intervenir un petit peu en disant qu'il a remarqué qu'il avait changé un peu ces derniers temps, notamment par rapport à ses... sont des obsessions qu'il a phobiques, c'est-à-dire par rapport à la saleté, certainement pour se laver les mains aussi souvent. Il a quand même vu un thérapeute à un moment. Vous me dites, sa mère l'avait pris un rendez-vous. Oui. Bon, donc il sait ce qu'est cette démarche et peut-être que votre fils, en concertation avec son ex-femme, la mère de votre petit-fils, ils devraient en parler ensemble et peut-être quitte à revoir ce thérapeute ou un autre. Mais enfin, lui proposer en disant... lui faire remarquer qu'il a un peu changé ces derniers temps et que il paraît préoccupé. Vous voyez, vous portez pas un jugement, mais qu'il paraît, son père ou sa mère lui en parle, qu'il paraît préoccupé et que ça serait peut-être bien qu'il puisse en parler. Oui, je comprends bien, oui. Je pense que ce serait une bonne solution, mais il y a eu un petit problème par rapport aux filles. La maman, donc mon ex-belle-fille a appelé mon fils. Ils se sont très bien entendus par rapport... aux filles, quoi. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bon, alors c'est d'autant mieux si c'est d'autant mieux s'il pouvait l'évoquer et si quand il est chez sa mère, il a ce même comportement. Alors, ça serait important d'en parler et avec la mère pour que celui qui est le plus proche ou même les deux séparément disent écoute voilà on trouve que tu as un petit peu changé parce que c'est vrai que ce n'est plus un enfant, on peut pas le prendre par la main et l'amener consulter, mais de lui-même peut-être qu'il pourrait éprouver le besoin d'en parler. La liaison devient assez mauvaise, il y a un gros bourdonnement. Si vous avez de quoi noter, je vais vous donner les coordonnées de l'AFTOC, c'est une association française
synthèse de personnes qui souffrent de troubles obsessionnels et compulsifs. Oui. Donc peut-être aussi vous pourrez en parler à votre fils. Oui. C'est le 01 39 01 39 56 56 67 22. 67 22. D'accord. Voilà, et sinon c'est www.aftoc.org. Voilà, mais je pense que de votre côté, étant donné la réaction qu'il a eue, d'agressivité, laissez et voyez peut-être avec un autre interlocuteur, que ce soit son père, sa mère ou quelqu'un dans la famille qui pourrait pointer du doigt qu'il y a quelque chose qui change dans ses comportements et que ça serait peut-être bien qu'il en parle. Il doit y avoir une anxiété derrière. Alors, je veux dire encore une petite chose avant de terminer. On a été un petit peu quand même surpris, mais un petit peu peiné parce que mon fils allait le chercher un jour à la sortie de son lycée et c'était prévu comme ça. Donc, il a vu son fils sortir du lycée avec des jeunes derrière Paul. Alors, je ne devrais pas dire le prénom. Et alors, son fils est entre les voitures et il a fait un grand tour avant de rentrer dans la voiture de son père pour ne pas que les autres le voient. C'est curieux, hein? Oui, mais alors ça doit être évoqué, ça. Dire, quand le père a remarqué ça, pourquoi il n'a pas posé la question en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu veux pas passer, il y a un problème avec ces jeunes, est-ce qu'il lui a demandé? Eh ben, il fait tout ce qu'il peut. Je vois le samedi, il veut Non, mais est-ce que là, il lui en a parlé? Je ne sais pas, il n'a pas su s'il devait lui en parler. Bah si. Il s'est dit, si je lui dis que j'ai remarqué ça, ça risque encore. Oui, mais c'est à son père d'intervenir plus. Oui, je trouve qu'il aurait... C'est important, vous dites vous-même que votre fils est un métier très prenant et qu'il est peut-être, pas assez présent pour son fils. Bon, donc par rapport à ça, peut-être qu'effectivement, je ne sais pas, c'est une piste, mais peut-être qu'il rencontre des problèmes aussi dans son lycée. Peut-être que aussi ces difficultés font qu'il a des problèmes relationnels avec d'autres jeunes. C'est possible aussi, sans qu'il y ait des choses graves. Mais il faudrait pouvoir en parler. Or ça... c'est-à-dire, ça suppose d'installer une relation, mais où on lui parle, je veux dire, pas comme un petit enfant, mais où on lui parle en disant, le booster, c'est-à-dire, lui parler tout à fait normalement, je dirais, il a 18 ans, et donc lui parler comme un jeune homme et en disant, qu'est-ce qui se passe? Je me fais un peu de soucis pour toi. J'ai remarqué que ces derniers temps, tu avais changé. Voilà. L'an dernier, il est allé passer une semaine chez sa maman. On était ravis, hein. Et sa maman était un peu très heureuse d'avoir son fils, c'est normal. Mais elle a remarqué aussi qu'il était introverti, il ne voulait pas sortir, il était resté beaucoup près d'elle. Donc c'est pour ça qu'il est important, au vu des comportements que vous décrivez, que ses parents se concertent, qu'ils en parlent ensemble et qu'ils l'évoquent avec leur fils. D'accord. Plutôt que de laisser ça sous le boisseau. D'accord ? J'en parle à mon fils, il va essayer de voir son ex-femme. Voilà, qu'ils en parlent ensemble, qu'est-ce qu'elle a constaté, et puis qu'ils se mettent d'accord. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Caroline. Au revoir Catherine. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. I can't get these memories out of my mind. Muse Madness. 39 21 34 centimes la minute. Alors Brigitte réagit au témoignage de Catherine par SMS en disant « Vous paraissez être une grand-mère très tendre et attentionnée, mais êtes-vous bien consciente de l'âge de votre petit-fils qui a besoin d'être accompagné
comme un jeune homme de son âge. Et après, Brigitte, je ne sais pas ce qui se passe, ça bug dans vos SMS. Je n'ai que des suites de lettres, enfin c'est des hiéroglyphes, c'est presque non, même pas des hiéroglyphes, du chinois un peu, on dirait. Lucille, elle m'envoie un petit mail en disant: ce soir, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui sont seuls, une petite pensée pour tous ceux qui sont malades, une petite pensée pour tous ceux qui sont sur la route, une petite pensée pour tous ceux qui sont sur la mer, une petite pensée pour tous les chats angoissés, une petite pensée pour tous les chiens errants, et surtout une immense pensée pour tous ceux qui n'ont toujours pas remplacé leur salle de bain par une salle de douche et affrontent périlleusement les dangers de l'enjambement quotidien d'une baignoire, malgré les alarmes largement diffusées pendant votre émission, au risque de se fouler les orteils. Bravo Lucille pour votre humour, ça fait du bien. Et merci à vous tous pour vos messages, pour vos vœux d'anniversaire. Ça me fait chaud au cœur, ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci à Sergio, à Georges, à Michel, à Gingembre, au Trublion, qui voudrait bien que Coquillette soit la nouvelle mascotte de l'émission, Trublion, dont on parlait beaucoup avec Moumoun. Voilà, et puis Frédéric aussi du DAEU. Voilà, on dit toujours Frédéric du DAEU, mais c'est même comme ça qu'il se nomme dans ses mails. Allez, on va... Il y a Brigitte, tiens, ça y est, là ça marche, votre message qui dit: ça peut être angoissant de grandir à 18 ans et de se sentir trop tiré en arrière, ça peut susciter un certain mal-être. Alors, il peut y avoir ça, c'était moi une piste, mais il peut y avoir bien d'autres raisons qui font qu'à un moment, on souffre, on est pris de troubles obsessionnels compulsifs, où la personne est bien consciente du caractère absurde de ces rituels, mais ne peut pas s'empêcher de les faire. Et si vous voulez, ce qui distingue cela des phobies, c'est que ces obsessions ont lieu en dehors de l'objet. C'est-à-dire que si on a une phobie des pigeons, ça n'a lieu qu'en dehors, qu'en présence de pigeons. En revanche, ces obsessions compulsives qui ont trait à la saleté, même dans un environnement très propre qui vient d'être lavé, eh bien, on a toujours peur qu'il y ait de la saleté, et jusqu'à se laver les mains, le corps plusieurs fois. Là, d'ailleurs, il y avait un décalage puisqu'il refusait apparemment de faire sa toilette, mais il se lavait les mains. Bon, on va accueillir maintenant Céline. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Céline. Caroline, bonsoir les auditeurs. C'est impressionnant. Oui, un petit peu. Oh, les premières minutes comme ça, mais vous allez voir, après on oublie vite, Céline. Oui, oui. D'accord. Oui, moi je vous appelle parce que ce soir j'ai une petite baisse de morale, pardon, parce que en fait, ça fait 3 ans et demi que je suis séparée. Ça a été une séparation longue parce qu'il y avait des biens immobiliers. Et puis depuis, j'arrive pas à refaire ma vie. C'est toujours cet homme dans la tête qui lui a refait sa vie aussitôt. Je dirais même peut-être en rupture. Ah oui. Donc voilà, aujourd'hui je vais avoir 39 ans l'an prochain, donc je me dis ça fait tout bizarre parce que je vis bien seule, je vis en colocation pour me passer seule justement, donc c'est vrai que c'est sympa, mais je me dis les années passent et je ne construis rien. J'ai toujours cet homme dans la tête, même si parfois je vis sans trop y penser, mais ce soir j'ai dû passer à côté de chez lui. Céline, je suis désolée de vous interrompre, mais il y a un bourdonnement terrible. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Apparemment Fifi me dit que ça doit venir de votre ligne, alors que moi j'entendais aussi le bourdonnement sur la ligne de Catherine. Est-ce que faites voir si vous... Allez-y, parlez-moi, oui, parce que ça ne le faisait pas au début. Je change d'endroit peut-être. Ben là, il n'y a plus de bourdonnement, donc je ne sais pas dans quel endroit vous êtes, si c'est confortable ou pas pour parler. Oui. Bon, alors tout va bien, on peut poursuivre alors. D'accord. Donc est-ce que vous avez bien entendu ce que je disais? Alors, du coup, c'était un petit peu. Vous êtes. Ça fait 3 ans que vous êtes séparés, c'est ça? Oui, ça fait 3 ans. Voilà. Mais que la séparation a été longue parce qu'il y avait des biens matériels. Voilà, donc ce qui fait il y avait toujours un contact maintenu.
par rapport aux biens immobiliers à vendre. Donc là, depuis le printemps... Vous aviez un appartement commun? On avait une maison plus, enfin en l'occurrence une maison plus locatif. Oui. Et bon, ça y est, on a réussi à s'arranger là que maintenant au mois de mai. Oui. Et voilà, on est plus liés l'un à l'autre par ces biens-là. Mais voilà, j'ai toujours cette personne dans la tête qui a refait sa vie. Et moi, bon, la mienne continue, mais à part mon travail, avoir des amis, ce qui est déjà beaucoup, mais je construis pas de vie en fait, et je me dis j'arrive à un âge où la question se posera si je dois avoir des enfants ou pas, mais vu l'état d'esprit dans lequel je me trouve, j'ai peur de passer à côté de quelque chose en fait, peut-être de rater. Pourquoi, dans quel état d'esprit êtes-vous toujours? Vous voulez dire si je ne suis pas avec cet homme-là, bon, bien sûr, je fais des rencontres, mais j'ai jamais réussi à avoir de sentiments pour quelqu'un d'autre. Sentiments amoureux. Vous n'êtes pas retombée amoureuse? Non. Oui. Non. Et puis parfois, on me dit tiens, je connais quelqu'un de bien. Et la rigueur de provoquer une soirée pour rencontrer quelqu'un, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc Vous mais pensez... en même temps, j'ai ce dilemme où je me dis... Oui, c'est-à-dire le dilemme, vous avez 38 ans aujourd'hui et vous aimeriez pouvoir... vous vous dites si vous voulez construire quelque chose, un couple, des enfants, peut-être vous songez à ça? Oui, voilà, pourquoi pas, effectivement, j'en ai pas. Donc voilà. Vous pensez souvent à cet homme? Vous y pensez fréquemment? Je veux dire, je fais des rêves. C'est surtout que je fais des rêves. D'accord. Quel genre de rêve? Quand vous rêvez de lui, il est comment dans vos rêves? Eh bien, j'essaye de le récupérer. D'accord. Et il veut pas. Ah oui. Et en fait, cette nuit, le dernier rêve que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le récupérer. Il y avait toujours cette fille avec qui il est. Oui. Et en fait, il vient pas vers moi, mais j'ai dû me réveiller parce que d'habitude, il veut jamais. Donc, j'ai dû me réveiller. Oui. Et quand vous vous réveillez, ça vous poursuit dans la journée? Oui, aujourd'hui, ça m'a déstabilisée toute la journée. C'est pour ça que vous n'êtes pas très bien aujourd'hui, là. Vous avez un petit coup de blues. Oui, et voilà. Et ce soir, je me suis dit, mince, ça peut plus durer. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont connu quelque chose de similaire. Et puis, je voulais avoir leur avis, surtout le vôtre, bien sûr. Oui, qui ont du mal à se sortir comme ça d'une histoire d'amour, qui ont du mal à avancer après, à retomber amoureux finalement. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est possible de retomber amoureux? J'ai plus le sentiment, quoi. Depuis 3 ans et demi. Et non, parce que pour le moment, il y a encore, vous êtes encore lié. La rupture, certes, a eu lieu sur un plan concret, mais il y a une part de vous qui ne l'accepte pas, puisque vous voyez dans vos rêves. Oui. Très clairement, c'est un peu toujours le même rêve que vous faites, semble-t-il. Si j'ai bien compris, vous essayez de le récupérer et il ne veut. Alors, il ne veut pas. C'est-à-dire que il y a quand même dans vos rêves, vous intégrez cette dimension-là. Il ne veut pas. Mais il y a votre désir à vous de le récupérer. Alors, ce qui est quand même, ça montre qu'il y a des avancées, qu'il y a un travail qui se fait à votre insu. Finalement, votre inconscient travaille pour vous, dans la mesure où vous pourriez, dans vos rêves, vouloir le récupérer, vous le récupérez effectivement, et voilà, vous vivez à nouveau une belle histoire d'amour. Bon, le réveil serait douloureux, mais déjà dans vos rêves, vous intégrez que malgré votre désir, vous vous heurtez au sien. Oui, c'est vrai. Donc il y a déjà ça avance déjà. Alors là, je reçois un message qui ne va pas vous encourager forcément, qui dit « Sachez, Céline, qu'il y a des amours inconsolables. » C'est bon. J'ai l'impression que c'est bien ça. Il y a des amours qui nous marquent, beaucoup, c'est vrai, mais... mais c'est vrai, vous voulez des messages. Bon, merci d'avoir pris le temps d'écrire à cette personne. C'est-à-dire que ça fait écho, quelque chose. C'est vrai qu'il y a des histoires.
il faut bien le dire, qui nous marquent plus que d'autres. Et certaines, où la personne n'est plus dans notre vie, mais on n'arrive pas pour autant à se détacher d'elle. Et le fait d'en rêver beaucoup montre qu'il y a quand même un travail qui se fait, mais aussi c'est quand même l'expression de notre désir qui se manifeste là, dans nos rêves. Alors, ce qui est important, c'est que parfois il y a un décalage entre, on peut très bien ne pas penser dans la journée, c'est-à-dire consciemment beaucoup à cette personne, et en même temps en rêver beaucoup. Vous voyez, donc c'est qu'il y a quelque chose qui reste un peu fixé. D'accord. Bon, maintenant, vous dites aussi, lui a refait sa vie très vite. Je pense que ça ne vous aide pas. Enfin, ça pourrait vous aider parce que vous aidez à comme on dit, un peu trop vite, je trouve, tourner la page, parce qu'il y a des pages qui sont vraiment plus lourdes que d'autres à tourner. Mais en vous disant, vous l'avez dit, objectivement, lui, il est pris, il faut que vous avanciez. Pour autant, je pense que ça pèse, ça accentue, c'est-à-dire le fait que avant votre séparation, il y avait déjà une autre femme qui était là. Ça a dû vous meurtrir, ça. Ah oui, ça a été très très dur. Puisque c'est ce qui est à l'origine de votre séparation, si je comprends bien. Je ne sais pas. C'est qu'on n'arrivait plus à se comprendre, à s'entendre. Et c'est quand j'ai dit « ça peut plus durer », et il a essayé de revenir un peu vers moi. Et puis très vite, pof, terminé. Monsieur, du jour au lendemain, n'allait plus courir au même endroit, partait en week-end... Et puis, donc on a vécu un peu comme ça l'un à côté de l'autre, et moi je fermais les yeux. Je dirais que... Ça se délitait, votre relation. Il n'a rien fait pour essayer d'arranger les choses. Et 3 mois après, quand il est parti en vacances en août, juste avant de partir, il est venu me voir, il pleurait, puis il m'a dit on réfléchit chacun de notre côté, mais ce que j'ai découvert bien après, et ce que je supposais, c'est qu'il était en vacances avec elle. J'avais supposé parce que des fois j'essayais de l'appeler et je le trouvais vraiment bizarre. D'accord. Et je su après qu'il était parti en vacances avec cette fille qui n'était entre autres que sa collègue. D'accord. Et donc ça a dû être douloureux d'apprendre quand même à ce moment-là cette infidélité finalement qui était déjà présente, même si votre relation à ce moment-là allait mal. Oui. Et puis ça ne veut pas dire qu'il n'était pas malheureux aussi, certainement très partagé quand il est revenu vous voir, qu'il pleurait. Il était... Oui, je lui ai demandé après coup pourquoi. Je lui ai dit mais pourquoi un tel cinéma de pleurer comme ça alors que tu partais en vacances avec elle. Il m'a dit oui, mais c'était parce qu'il y avait une page qui se tournait. Enfin bon... Oui, ça pouvait le rendre nostalgique. Mais si ce n'est que vous n'en étiez pas à cette page qui tournait. Non, parce que je pensais que ça allait s'arranger. Voilà, c'est ça. Penser à ce qui ne fonctionnait pas. Et puis que qu'en allant en vacances chez son frère, avec son frère, puis toute sa famille, ça aurait été un bon moment pour réfléchir et puis peut-être refaire le point ensemble, évidemment. Oui. La première semaine, il était avec sa famille. La deuxième, il était... c'est ça qui vous laisse certainement un goût amer. Oui. Oui, et ça, j'ai jamais pu m'en remettre. Vous voyez, d'ailleurs, il y a Lucille qui dit « tourner la page », cette expression qu'on emploie très, très vite. Moi, je trouve un peu trop, mais bon, ne sous-entend pas nécessairement qu'on change de livre. Et oui, c'est ça le problème. Oui, on veut poursuivre, on veut écrire un nouveau chapitre à l'histoire. Ouais. Oui, en même temps, vous dites que la séparation c'est prolongé puisque du fait, c'est ce qui est pénible aussi. C'était pas parce qu'il y avait des enfants, mais il y avait des biens matériels. Donc vous avez dû rester en contact par rapport à la vente de votre maison. Oui. Donc ça vient de ce. Dans la maison en plus. Ah oui, vous êtes resté seul dans la maison. Oui, et puis au bout d'un moment, c'est là où j'ai eu l'idée de faire appel à des colocataires, en fait, pour pas être seule. Et parce que cette grande maison... cette grande maison, justement, ça veut dire que quand même, là, c'est pas rien d'acheter une maison quand on est deux.
Cette grande maison en plus, on imagine la remplir. Vous parlez là aujourd'hui de votre angoisse de ne pas retomber amoureuse et donc votre désir aussi de maternité derrière, en disant il y a l'horloge qui tourne. Bon, cette maison, vous imaginiez y vivre avec lui et peut-être un jour avoir des enfants avec cet homme. Oui. Oui. Ah, oui. Donc c'est ce que dit Annabelle aussi, qui dit quel rêve s'est cassé pour vous avec cette séparation. Oui. Parce qu'en plus, on en avait parlé. Moi, au départ, j'étais pas prête. Et puis après, donc, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, oui. Donc, c'est tout ça, vous voyez, qui est compliqué, qui est douloureux. C'est-à-dire qu'il y a un deuil à faire, hein, une séparation. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Pour qui vous avez compté aussi, parce que je dirais avoir acheté cette maison ensemble, mais il y a eu il y a des après-coups comme ça, la vente de la maison, enfin ça se poursuit, il y a un chagrin qui s'ensuit aussi à chaque fois, c'est quelque chose qui se matérialise aussi, qui se concrétise de la séparation. Donc c'est pas étonnant que vous soyez encore, même si vous avez fait des rencontres, bon, vous n'avez pas éprouvé la flamme, vous n'êtes pas pour le moment, je dis bien pour le moment, retomber amoureuse. Parce que pourquoi vous ne retomberiez pas amoureuse? Mais pour ça, il faut que vous soyez un peu, que vous vous sentiez à nouveau libre. Là, il y a encore des liens qui vous unissent, qui petit à petit vont se défaire et vous pourrez garder une amitié, de l'affection, y repenser, mais sans que ça vous attache comme ça vous attache en ce moment. Vous voyez, il y a quelqu'un qui envoie un message qui dit « Je suis dans le même cas que Céline, car je rêve de mon ex-mari depuis notre divorce, mais pour moi c'est un retour vers les bons souvenirs. Je peux la rassurer, on retombe amoureuse, peut-être tout en continuant à éprouver de l'affection pour son ex-mari ou compagnon. » D'accord. C'est gentil d'avoir écrit. Peut-être vous laisser un peu de temps. Là, finalement, tout est réglé matériellement depuis combien de temps ? Que depuis moins de 6 mois. Oui, vous voyez, c'est pas énorme, hein. Non. C'est pas énorme, c'est-à-dire que ça parachevé quelque chose. Oui, mais même si moi je l'ai pas vu lui depuis peut-être 2 ans, je crois. Et oui, mais la vente de cette maison, c'était quand même la maison que vous aviez achetée ensemble. Oui. Hein? Cela dit, c'est avec lui, ça ne se concrétise pas. Ça ne veut pas dire que ces rêves que vous avez de vous projeter, ce que vous avez pu faire, c'est-à-dire que vous avez pu, c'est pas comme si vous arriviez là, que vous n'avez jamais vécu avec quelqu'un, que vous avez vécu avec quelqu'un, ça ne s'est pas ça n'a pas évolué comme vous auriez souhaité que ça évolue. Pour autant, ce désir, il reste en vous. Mais il est normal, vous aviez beaucoup investi sur cet homme, vous pouvez pas du jour au lendemain retirer comme ça vos sentiments amoureux et hop les placer sur quelqu'un d'autre. Il y en a qui le font, mais c'est un peu ça veut dire que déjà lui n'en était pas au même niveau que vous dans son cheminement. Et puis vous ne savez pas d'ailleurs avec cette femme s'il construira ou pas. Vous voyez, ça peut être peut-être parce que lui aussi ne supporte pas d'être seul. Oui, il y a des personnes qui ont du mal à rester seules. Hein. Et je me demande si justement peut-être qu'il était avec moi pour pas être seul quand il a quitté sa femme. C'est possible. Parce qu'il avait. Oui, c'est ça. Oui. Alors, en fait, il quittait sa femme, mais pas pour moi. On devait prendre chacun notre logement parce que moi je me séparais. Oui. Et puis après, on s'est dit si ça marche, puisqu'on se fréquentait de façon illégitime depuis quelques années. Et on se dit plutôt que dans quelques mois de revendre, d'acheter tout le matériel et après de le revendre, pourquoi pas essayer l'aventure. Mais je me demande si j'ai pas servi justement de. Oui, ne remettez pas non plus trop en question de façon douloureuse votre relation en vous disant que vous avez servi à quelque chose. Ça ne veut pas dire voyez qu'à un moment il n'a pas pu tomber amoureux de vous, mais en tout cas qu'il n'est pas réellement, sincèrement tombé amoureux de vous, mais c'est quelqu'un qui semble, d'après ce que vous dites, enfin c'est pas qui semble, qui a du mal à construire. Ouais. Il se retrouve pour la 2e fois dans ce type de situation. Oui. Ce qui est plutôt réconfortant pour vous, maintenant je dirais Céline,
Parce que vous, d'ailleurs vous-même vous étiez vous traversiez depuis un moment, il y avait des tensions, des crises, la relation allait mal, mais vous aviez envie que ça s'arrange, vous étiez prête à faire en sorte que ça s'arrange. Lui, peut-être que dans sa problématique, quand il y a quelque chose qui ne va plus, il y a des tensions et autres, il est dans l'évitement, dans la fuite, et effectivement, ça mène à la rupture souvent. Ou alors, effectivement, on se replonge à nouveau dans une histoire, on est dans les débuts de l'histoire, au début tout va bien, mais après, comment la transformer, cette histoire ? Peut-être que lui a du mal. Et donc, c'est pas vous, votre problématique qui est en cause. D'accord, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien dire les choses et crever l'abcès tout de suite, et lui, c'est pas quelqu'un qui parle. C'est-à-dire qu'il va pas dire ce qu'il pense. Donc, des fois, j'ai essayé de le pousser un peu dans ses retranchements pour que quelque chose sorte. Mais non, je pense qu'il gardait tout pour lui. Et puis, ça, je reprochais qu'il faisait sa petite vie comme ça, sans rien dire. Et il était dans l'évitement, comme vous dites. Oui, voyez, c'est possible. Bon, donc de toute façon, c'est quelqu'un qui a du mal à construire. Et si ça peut un peu vous consoler par rapport à vous, à votre désir... Vous n'étiez pas, c'était pas le moment, c'était peut-être pas l'homme, c'était certainement pas l'homme, même c'était qu'il vous fallait. Oui, c'est vrai que j'ai des amis qui me disent non, c'était pas un gars pour toi, c'était pas un homme pour toi. Mais voilà, vous avez un peu de mal pour le moment. Oui, vous les en êtes consciemment, voilà. Alors des réactions, en tout cas, beaucoup d'auditeurs, d'auditrices se retrouvent dans votre histoire. Il y a Bubu qui nous envoie un mail pour dire « Je suis dans le même cas, mes rêves sont similaires et me hantent toute la journée. Bon courage à Céline. » Il y a Zaza qui dit « Je compatis, ma rupture remonte à 2 ans. » Et je l'ai toujours autant dans la peau. Je suis convaincue que je ne pourrai plus jamais aimer quelqu'un autant. J'ai aussi quelques histoires, mais je tombe pas amoureuse. Ceci dit, il peut être juste agréable d'avoir quelqu'un. Plus le temps passe, plus il fait partie du passé, mais c'est difficile. Même schéma que Céline, il a refait tout de suite sa vie. Je suppose qu'il me trompait avec quelqu'un. Alain dit 3 ans et demi, c'est court. Donc donnez-vous du temps. Et puis Dreaming Jesus, oui, ça ne s'invente pas. Vous faites fort dans vos j'ai Bubu, des Zaza, des bon. Je pense que la raison pour lequel Céline n'arrive pas à passer le cap, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé la personne qui pourra la faire vibrer, car pour moi j'ai eu 2 fois la même chose qu'elle, et c'est toujours l'amour d'une autre personne qui m'a fait tourner la page. Alors ça marche, Céline, il faut y croire, j'en suis la preuve. Et puis Brigitte dit, il est bien normal que le deuil d'un amour important prenne du temps, on veut toujours aller si vite de nos jours. Oui, c'est vrai. Il y a Géraldine, c'est joli ce que dit Géraldine, elle dit « Garder en soi une trace de son histoire passée, mais comme un tremplin pour aller plus loin, comme un trésor qui nous enrichit, mais avec l'espérance que le meilleur reste à venir. » Joli, c'est joliment dit. Oui, c'est vrai. Vous y arriverez dans quelques temps. Il y a Annie qui dit « Laissez-vous encore un peu de temps, la vie est faite de surprises que vous ne soupçonnez même pas. Essayez de sortir, de vous tourner vers les autres. Bonne chance. » Merci. À bientôt. C'est charmant, merci beaucoup. Au revoir Céline. Au revoir. Au revoir. Je vends des robes. SLC, salut les copains. Magnifique spectacle. Si vous avez l'occasion, courez-y vite le voir. Et on accueille... je ne sais pas si on va avoir le temps. Henriette, juste pour vous saluer. Bonsoir Henriette. Vous allez nous parler de votre amie qui a un problème avec l'alcool. Oui, ça sera juste l'addiction et principalement l'alcool. D'accord, il cumule plusieurs addictions. On en parle tout de suite après le journal, Henriette. D'accord. Vous restez en ligne. À tout de suite. Au revoir. Je vous dis au revoir, mais on se retrouve dans quelques minutes. Ne raccrochez pas, il est minuit. Vous écoutez Europe 1. Tout de suite, le journal présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. L'actualité dominée ce soir par cette enquête préliminaire pour apologie du terrorisme ouverte ce lundi par le parquet de Paris. Après les propos tenus par Souad Mera, la sœur de l'auteur des tueries de Toulouse et Montauban, filmée en caméra cachée dans un reportage diffusé sur M6 dimanche soir. Elle se dit fière des actes de son frère, dit penser du bien de Ben Laden et revendique son antisémitisme. Des paroles qui indignent les familles des victimes et condamnées fermement par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Dans notre République, et avec la menace qui est celle du terrorisme, on ne peut laisser passer aucun acte, aucun mot, et en particulier ceux qui font l'apologie du terrorisme et de l'antisémitisme. Qu'on puisse tenir de tels propos montre bien que la menace est là
et que nous devons, en mobilisant la société, mais évidemment à travers le travail de la police et de la justice, nous attaquer à tous ceux qui profèrent cette haine. Il y a une menace terroriste à l'extérieur, mais aussi, je le dis souvent, dans notre pays. Il y a donc un ennemi intérieur et il faut le combattre avec une très grande détermination et en même temps avec la force de la loi, parce que c'est ça la force des sociétés démocratiques, c'est de combattre le terrorisme avec la loi. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Des milliers d'internes des hôpitaux sont descendus dans les rues de Paris ce lundi après-midi. Mobilisation également en province pour dénoncer des cadences infernales, des temps de repos non respectés et des salaires qui ne suivent pas. Ils se battent également pour pouvoir s'installer où ils le souhaitent une fois leurs études terminées. Pourtant, certains d'entre eux redoutent que ce mouvement ait des effets contre-productifs, à l'image d'Emmanuel Bagour. Il est le président de l'intersyndicale représentative des internes en médecine générale. Il y a un mal-être général au sein des internes du fait des conditions de travail et donc ils ont envie d'exprimer leur grogne. Mais on ne suit pas la grève déjà devant la multiplication des revendications. Ça va être un capharnaüm, un brouillon. Je crains que la seule chose que les patients en retirent, c'est finalement que les internes et les futurs médecins sont contre la limitation et l'encadrement des dépassements. Du coup, est-ce que vous regrettez cette grève ? Ce que je regrette dans cette grève, c'est qu'elle ait lieu maintenant de façon précipitée, avec les revendications multiples. Si on avait une grève orientée sur les conditions de travail, puisqu'il n'y a pas que les internes qui souffrent de l'asphyxie de l'hôpital public, il y a aussi les autres professionnels de santé, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les aides-soignants. Voilà, je regrette que cette revendication des conditions de travail n'ait pas pu être construite plus en amont avec l'ensemble des professionnels de santé pour avoir un discours qui soit réellement porteur et fédérateur. Le président de l'intersyndicale représentative des internes en médecine générale, Emmanuel Bagour, joint pour Europe 1 par Anne Le Gall. Alors si de nombreux internes sont descendus dans la rue, ils ne sont pas les seuls de la profession. Chirurgiens et médecins libéraux devraient eux aussi manifester pour protester contre l'accord sur les dépassements d'honoraires signés au forceps le mois dernier. Conséquence, de nombreux blocs opératoires sont restés fermés déjà ce lundi. 70% des cliniques et hôpitaux privés ont été affectés par le mouvement. À Barjac, dans le Gard, les heures passent et l'angoisse monte. 4 jours après la disparition de Chloé, 15 ans, l'adolescente n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté vendredi soir le domicile d'une de ses amies dans un village voisin. Son scooter a été retrouvé devant chez elle, sans le casque et sans son téléphone portable. Les recherches se sont interrompues à la tombée de la nuit. Elles doivent reprendre ce mardi. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. À Ajaccio, c'est à huis clos que s'est ouvert ce lundi après-midi le procès d'Andy, 19 ans. Un jeune homme qui comparait pour les meurtres de ses parents et de ses 2 jeunes frères. C'était il y a 3 ans. Jean-Sébastien Soldaini était présent à l'ouverture du procès pour Europe 1. Andy est entré dans le box vêtu d'une chemise marron, tête baissée. Il a attendu d'être assis avant de jeter un regard furtif en direction de sa famille. Sur le banc des parties civiles, l'émotion est contenue. L'une de ses tantes sanglote discrètement face à son visage d'adolescent jusqu'à ce que le président de la cour demande au jeune homme de se présenter. La voix est hésitante, les phrases sont courtes. « Je suis né en 1993 », souffle-t-il. Face à lui, partie civile et avocat général se relaient pour demander le huis clos total du procès. C'est le point de vue de Maître Mariaggi qui précise que selon des rapports d'experts, Andy a une personnalité narcissique. Ce n'est donc pas à lui rendre service que de laisser les débats se dérouler publiquement. Il ne m'apparaît pas que cette publicité soit une bonne chose. J'ai entendu dire qu'il voulait enfin se confronter à la réalité. Je ne suis pas certain qu'il ne se confronte pas, une fois de plus, à travers cette médiatisation, à la mauvaise publicité, au monde virtuel qui lui était cher avant son incarcération. Le président de la Cour justifie le huis clos total par la fragilité psychologique du jeune homme et ajoute que les familles s'opposent à la divulgation des aspects de la personnalité d'Andy. Pourtant, quelques minutes avant, l'accusé avait clairement exprimé son souhait de laisser les débats se dérouler publiquement. « Je souhaite que des personnes extérieures viennent me soutenir », a-t-il dit, avant d'ajouter « Depuis 3 ans, je suis un peu tout seul ». À Ajaccio, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. La politique à présent est cette dernière ligne droite pour François Fillon et Jean-François Copé. L'élection à la présidence de l'UMP a lieu dimanche. Ce lundi soir, devant quelques 4000 sympathisants réunis au Palais des Congrès à Paris, François Fillon a lancé des piques à son rival, mais il s'est surtout livré un réquisitoire contre les premiers mois de François Hollande à l'Élysée. Je vous propose de l'écouter. Durant toute sa campagne présidentielle, François Hollande a nié la crise.
À force de croire que tout allait se réenchanter par sa seule présence, il a fini par penser qu'il pouvait être un président normal. Non, monsieur Hollande, en 2014, le ciel ne sera pas dégagé et le chemin ne sera pas parsemé de roses. En 6 mois, tous les feux sont passés au rouge. La croissance est au point mort. Le chômage s'amplifie. Et désormais, pour François Hollande, le riche, c'est vous tous, puisque c'est vous qui allez payer 10 milliards d'impôts supplémentaires. Cette politique dépensière, où l'impôt est partout et la réforme nulle part, conduit tout droit vers la récession, avec son cortège de frustration et de violence sociale. La gauche, souvenez-vous, nous donnait des leçons de justice. Eh bien là, voilà la justice socialiste. Travaillez moins et gagnez moins. François Fillon au Palais des Congrès à Paris et au micro de Ludovic Faux. J'en profite pour vous dire un mot sur François Hollande et c'est donc demain mardi que le chef de l'État tient sa première conférence de presse. Ce sera à 17h à suivre en direct sur notre site europe1.fr. Greenpeace France ne participera pas au débat national sur l'énergie qui s'ouvre mardi prochain. L'ONG a pris cette décision à l'issue d'un entretien avec la ministre de l'écologie Delphine Batho. Son directeur Jean-François Julliard dit ne pas comprendre la politique du gouvernement. Il cite notamment le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore les incertitudes sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Les sports, c'est d'abord du tennis et Novak Djokovic qui remporte le Masters de Londres. Le Serbe s'est imposé face au Suisse Roger Federer en 2-7. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, gagne son deuxième Masters après s'être déjà imposé en 2008 à Shanghai. En football, Lancé Caen fait match nul ce soir, 0 partout. C'était la dernière rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 2. Monaco reste en tête du classement devant Nantes et Caen. Les Lensois sont 8e. Le temps de ce mardi, gris le matin sur l'ensemble du pays avec du brouillard ce matin à l'est, l'ouest et le centre. De belles éclaircies au fil des heures. Le ciel restera toutefois couvert dans le nord. Les températures maximales, 10 degrés prévues à Strasbourg, 11 à Paris et Lille, 13 à Bordeaux et Aurillac, 14 à Quimper et jusqu'à 19 degrés à Marseille. Très belle nuit à vous sur Europe 1. Il est minuit 8 et vous êtes en compagnie de Caroline Dublanche. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. C'est la deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct, bien entendu, comme tous les soirs, jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 3921 pour nous parler de vous. Et vous pouvez aussi, si une histoire fait écho à la vôtre, à tout moment, appeler le 3921 ou vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors nous allons retrouver Henriette. Henriette ? Oui. Alors voilà, vous voulez nous parler donc de votre amie qui a des comportements addictifs. Donc plusieurs, parce que je parlais de l'alcool, mais il y a d'autres. C'est le plus important en fait, l'alcool. D'accord. Et les autres d'après, c'est dire aussi parce que c'est vrai que on ne vit pas ensemble. Il est loin, il habite à Avignon, j'habite à Perpignan, donc c'est vrai que il y a aussi des choses que je ne sais pas et puis il ment parfois, donc voilà, je n'arrive pas à savoir exactement tout, mais je sais qu'il a eu aussi, lui dit que c'est pas grand chose ce qui est stupéfiant, mais je sais qu'il a aussi, le dire, oui. Je sais qu'il a aussi pris ce qui est cocaïne, cannabis, et puis d'autres choses, pas d'héroïne, mais voilà. Puis je sens que c'est quelqu'un qui pour d'autres choses aussi, qui va avoir des mouvements compulsifs comme ça, par exemple avec le sucre, avec des choses sucrées, avec donc parfois il dit non, j'en prends pas parce que sinon je prendrais toute la boîte de chocolat par exemple, ou voilà. Mais oui, il a un comportement comme ça où il a du mal à se contrôler, contrôler ses pulsions. Voilà. Voilà, bon. Et donc en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il ne veut pas du tout se faire aider. Il veut arrêter
Et il ne veut pas du tout se faire aider. En fait, on se connaît depuis... on est ensemble depuis le mois de mai, on se connaît depuis fin mars à peu près. Il y a eu déjà 2 ou 3 fois où on a rompu, on a repris. Donc il a accepté de voir quelqu'un, puis finalement il n'a pas vu, puis il m'a menti, il m'a dit qu'il avait vu, il n'avait pas vu. Voilà. Puis bon, là en fait c'est la première fois qu'il arrive à rester autant de temps sans rien prendre. Enfin, mais en même temps, vous ne vivez pas avec lui. Non, mais je l'ai très très régulièrement au téléphone, plusieurs fois par jour, et j'arrive vraiment à voir au téléphone s'il est normal ou pas. Donc, mais pourquoi veut-il arrêter ? C'est lié à votre rencontre, au fait que vous lui en avez parlé Non, parce qu'il avait déjà commencé à arrêter en janvier. En fait, il a eu une rupture, il vivait avec une personne depuis 4 ans. Il a eu une rupture donc en septembre et ils avaient acheté une maison ensemble. En décembre, cette personne a récupéré ses meubles, enfin ce qui lui appartenait. Oui. Et à partir de là, ça lui a fait un choc et puis il a décidé d'arrêter. Mais il a arrêté pendant 3 mois et puis il a repris. Voilà. Et il a vraiment... Il en parle facilement avec vous ? Alors au début, c'était assez difficile. Il me l'a pas avoué très vite. Enfin, je l'ai deviné parce qu'il m'a d'abord dit qu'il avait rendez-vous avec un infirmier d'une association contre les addictions. Spécialisé dans les addictions. Oui. Voilà, donc je l'avais déjà senti. Je savais pas qu'il était addict, mais très souvent, je l'avais eu jamais quand on se voit. Mais au téléphone, très souvent, je l'avais vraiment senti dans un état pas normal, quoi. Et il me l'a avoué, il l'a pas avoué tout de suite, quoi. Il a eu du mal à le dire tout de suite. Et puis ensuite, il a effectivement avoué. Il a dit qu'il avait eu déjà plusieurs ruptures à cause de ça. Dont une personne qui lui était très chère. Et alors votre question par rapport à ça, c'est... Alors ma question est en fait, est-ce qu'on peut arrêter sans l'aide de quelqu'un, parce qu'il veut vraiment pas se faire aider. Il dit qu'il n'a pas confiance, il donne des tas d'arguments. Alors les premières fois où il a dit que oui, qu'il avait vraiment envie d'arrêter, puis qu'il arrêtait, qu'il voulait arrêter, en fait il arrêtait pas vraiment. Et là, ce qu'il me dit, il y a quelque chose qui a changé. Enfin, moi je lui dis, mais enfin tu me disais ça déjà. Mais il me dit oui, mais je le disais, mais aujourd'hui c'est vrai que ça a vraiment changé. Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui je me dis, je ne veux plus du tout rien prendre. Avant, je me disais oui, de temps en temps, je referai la fête ou je reprendrai, quelque chose. Oui, il est motivé. Il y a une véritable motivation. C'est-à-dire qu'il envisage un plus jamais. Alors qu'avant, ça lui était compliqué de se dire qu'il pourrait occasionnellement boire ou consommer certaines substances. D'accord. Alors, c'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès parce que rien ne peut se faire sans une profonde motivation, sans un désir de changement. Il peut rencontrer les meilleurs spécialistes des addictions si derrière il n'y a pas un réel désir de se libérer, d'en sortir. Le spécialiste, aussi compétent soit-il, ne pourra rien faire seul. Il faut vraiment qu'il y ait une alliance thérapeutique. Là où je suis plus réservée, c'est lorsqu'il dit qu'il veut s'en sortir seul, au prétexte, donc il a beaucoup d'arguments, notamment qu'il a du mal à faire confiance. Alors justement, c'est peut-être tout son problème, mais à un moment, c'est parce que ça, c'est un peu caractéristique parfois si vous voulez, de l'addiction, c'est le sentiment un peu de toute puissance qui peut être lié. Le sentiment aussi, non, je vais y arriver tout seul. J'ai pas besoin de quelqu'un, je suis au-dessus de ça, je peux arrêter si je veux du jour au lendemain. On sait que dans les faits, c'est quand même beaucoup plus compliqué et que
si vous voulez, on n'arrive jamais dans ces conduites-là addictives sont les conséquences d'une problématique sous-jacente. Et seul, c'est compliqué d'y faire face parce que finalement, c'est la surface immergée de l'iceberg. C'est-à-dire, oui, bon, il va arrêter, mais alors peut-être effectivement en faisant appel à sa motivation, à sa volonté, mais si il y a des difficultés, qui n'a pas à un moment des difficultés de vie, de parcours, la rechute est toujours possible. Alors vous me direz, même chez quelqu'un qui se fait aider, mais il met quand même d'autres moyens, c'est-à-dire qu'il ne se dit pas je suis tout puissant et je peux faire face tout seul. Bien sûr qu'il faut que ça parte de lui. Et déjà, ce qui est très positif, c'est qu'il n'est pas dans le déni. Il est dans un semi-déni, c'est-à-dire qu'il reconnaît une forme de dépendance, mais en même temps, il dit, en gros, je peux m'en sortir tout seul. Oui, en plus, il dit autre chose, c'est qu'il dit que il se cache aussi derrière le fait qu'il n'est pas un alcoolique chronique, dans le sens où c'est pas tous les jours. Voilà. Oui, mais l'alcoolisme, si vous voulez, bon, moi je suis pas une spécialiste des addictions et de l'alcoolisme, mais certains vraiment spécialistes disent qu'il y a plusieurs formes d'alcoolisme et que c'est pas, effectivement, on considère toujours que c'est le fait déjà dans l'addiction, c'est de pas pouvoir s'en passer. Donc mais on considère que c'est le fait de boire tous les jours, mais pas forcément. Il y a plusieurs façons de s'alcooliser, si vous voulez. Et puis beaucoup de personnes qui au départ sont dans une forme de déni quand même par rapport à leurs difficultés, c'est dire oui, je bois pas tous les jours. Mais quand ils ne boivent pas, dans quel état sont-ils ? Ça pose aussi une question. Psychiquement, moralement. Ça dépend. Des fois, c'est vrai que il peut ne pas être bien parce qu'il a. Mais globalement, la plupart du temps, c'est quand même quelqu'un de gai, de positif, de bien. En fait, je pense qu'il a un problème de manque de confiance en lui. Oui, mais certainement assez profond. Oui. Et pour lui, le fait de boire, c'est pour pouvoir se libérer et se défaire de. Oui, mais ça désinhibe, mais voilà, exactement. Bon. C'est ça. Le problème, après, c'est que l'alcool peut aussi favoriser la dépression, ou parfois l'inverse d'ailleurs. C'est la dépression qui est à l'origine d'un. Alors, vous semblez dire que c'est pas quelqu'un qui paraît déprimé, mais bon. L'alcool peut, à la longue, créer un état dépressif. Bon, voilà. Par rapport à votre question, je crois que il faut savoir. Mais c'est vrai que de toute façon, ça doit partir de lui. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est compliqué. C'est surtout que vous n'êtes pas auprès de lui. D'ailleurs, c'est peut-être en permanence et c'est peut-être mieux pour vous. C'est de lui dire que parfois. Une aide, on peut avoir besoin d'une aide, d'un support ou de remplacer en tout cas, parce qu'un sevrage aussi, il faut pas trop présumer de ses forces, c'est-à-dire s'il arrête tout d'un coup, il peut se sentir mal, voyez, une aide, il faudrait qu'il trouve quelqu'un en qui il a confiance, et peut-être qu'il a rencontré des thérapeutes avec qui ça ne s'est pas bien passé et que du coup il est fermé à maintenant toute forme d'aide. Mais c'est pas parce que ça s'est pas bien passé avec une personne une fois que ça doit se reproduire. Donc peut-être lui ouvrir des pistes, dire qu'il existe quand même beaucoup de centres et que il peut rencontrer quelqu'un. Maintenant, vous pouvez difficilement faire plus, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas là pour vous substituer vous n'êtes pas sa thérapeute. Oui, tout à fait. Il y a Alain qui dit je rencontre beaucoup de personnes hospitalisées avec des problématiques à cause de l'alcool, c'est impossible de s'en sortir seul. C'est impossible. C'est Alain qui dit ça. En tout cas, c'est bon. Seul, il y a des personnes qui ont dû y arriver. Il faut pas, mais il vaut mieux s'entourer quand même. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Oui, c'est ce qui me semble. Mais après, vous pouvez pas agir pour lui. Bon courage. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Henriette. Et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute.
je me disais, ça fait plaisir d'entendre Alain Chamfort, Manureva, et je demandais, mais ça date de quand ça? Parce que ça, j'ai l'impression que ça me rappelle toute ma jeunesse. Et vous savez ce qu'ils me répondent là en régie, ces petits insolents? 1887. Non mais je vous assure, il y a une bande d'effrontés, mais eux, ils sont très jeunes, hein, c'est pour ça, mais quand même, 1887. Bon, je sais bien que j'ai pris un coup de vieux encore cette année, mais à ce point-là, peut-être pas. Et alors Fifi, il a vérifié, en fait, c'est 1977, hein, c'est pour la disparition d'Alain Colas. Déjà, 77 ou 79. J'ai l'impression que j'étais un peu plus âgée quand même que ça. Hein. Je dansais déjà devant la glace comme ça. Non, je devais être un peu. Ouais, c'est ça. 79. Voilà, 1979. Voilà, vous savez tout. On a des mails qui arrivent pour la jeune Céline qui se demandait un petit peu est-ce va rester inconsolable de son amour. Lilou dit l'amour c'est tellement compliqué. Vous souffrez de ne plus tomber amoureuse et moi je souffre de trop tomber amoureuse. Oui, c'est possible. On partage, dit Lilou. Et puis Marius qui dit ne pas refuser un autre amour car sinon vous ne passerez pas le cap, il faut vous ouvrir aux autres. Marius qui fait aussi à l'amour. Ça, c'est vrai faudrait qu'on fasse une émission sur l'amour d'ailleurs. On va accueillir maintenant Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Je vous remercie de m'accorder un petit peu de temps. Je vous en prie, je suis là pour vous. Hein. C'est gentil. Je vous appelais pour vous parler en fait de mon papa. Depuis aussi loin que je me rappelle, je l'ai toujours connu dans une grande détresse psychologique et depuis vraiment une vingtaine d'années, il souffre d'une dépression très grave. Je vous remercie d'ailleurs pour votre émission d'hier qui m'a bien intéressée. Ça vous a éclairé un peu Un petit peu, mais ça a aussi également suscité de nouvelles questions. D'accord. Je vous écoute, je peux pas remplacer Alain Gérard, loin de là, mais bon. En fait, effectivement, il a des passages de délire, il est suivi par un psychothérapeute, un psychiatre, pardon, autant pour moi. Il a il y a une forme de mélancolie délirante avec. Oui, vraiment. Il est très, très, très atteint, si on peut dire. Effectivement, il a un traitement à base de lithium, qui, je pense, doit pouvoir correspondre à sa pathologie. Le problème, c'est qu'il en fait très mauvais usage. Il en prend de manière irrégulière déjà, et parfois dans des quantités très importantes qu'il additionne avec de l'alcool. Et là, en fait, il nous fait des crises de démence où il nous supplie de le laisser mourir. Et il a fait une tentative de suicide il y a 2 ans à notre plus grande surprise. On s'attendait pas du tout à ça. Oui, à ce moment-là, il n'en parlait pas, il n'était pas particulièrement en crise. Du tout. Et bizarrement, justement, il était très bien. Il était venu passer les fêtes de Noël chez moi, il était très bien. J'étais ravie. Et 15 jours plus tard, il a fait ça et ça a été très difficile pour nous de comprendre. Moi, je me suis rapprochée de son psychiatre à ce moment-là pour essayer d'avoir des éclaircissements et surtout de choisir les bons mots, parce que je pense que c'est important de leur parler, mais on peut pas leur dire n'importe quoi. Le psychiatre avait été très bien en disant il faut vous focaliser sur ce que vous pensez, quelles sont vos certitudes, quels sont vos sentiments. Parce que je l'ai fait, je lui ai dit je t'aime, j'ai besoin de toi. Je ne comprends pas, mais je ne te juge pas. Et aujourd'hui, en fait, il est remarié depuis une quinzaine d'années. Et son épouse est usée par la situation. Elle me dit, j'ai gâché ma vie. Et aujourd'hui, ma question, c'est, je commence à concevoir qu'il puisse vouloir se suicider, parce que, aussi loin que je me rappelle, je ne l'ai jamais vu heureux. Je ne l'ai même jamais vu équilibré, en fait. Il est vraiment ailleurs. Et ma question, c'est est-ce que si je lui dis que je peux comprendre, ce serait pas une incitation à le faire, voire même un acte de renoncement de ma part? Je suis un peu Oui. Par rapport à ce que disait Alain Gérard, qui est vraiment un grand spécialiste de la dépression hier, il disait que l'important, justement, c'est que l'entourage, par rapport à des témoignages qu'on a pu avoir, ne se résigne jamais.
que le pire dans cette maladie, c'était la résignation. Et que pourtant, justement, tout dans cette maladie, dans les symptômes, la douleur morale terrible, il y a un moment dans ses formes extrêmes, puisque là, votre père souffre, semble-t-il, de la forme la plus sévère, c'est-à-dire la mélancolie, où il y a des épisodes délirants. Alain Gérard disait que c'est un véritable cancer moral. Je ne me permettrai pas moi d'en parler, mais lui a utilisé ce mot-là pour représenter la violence de cette douleur sourde, quoi. Enfin, qui peut être muette parfois, mais qui est terrible, avec des sentiments d'indignité, qu'effectivement, dans ces cas-là, à quoi bon continuer puisqu'on ne vaut rien. Oui, c'est vraiment. Donc, si l'entourage, parce qu'on est dans quelque chose qui est très proche du délire, c'est-à-dire qu'il y a des auto-accusations. Les gens vont s'accuser de choses qu'ils n'ont pas commis. Il y a un sentiment d'indignité. Il y avait une dame qui nous parlait hier de son mari en disant qu'il avait le sentiment que c'était des idées de ruine. Il était ruiné. Bon, donc si vous voulez, c'est complètement, ils ne sont plus dans la réalité. Ils ont une image, c'est même plus une image, une basse estime d'eux-mêmes, c'est une image complètement détériorée, dégradée, ils ne sont plus dans la réalité. Donc si ils ont l'impression qu'ils ne valent rien littéralement. Donc dans ces cas-là, même se supprimer, c'est parfois d'ailleurs dans les suicides comme ça, dans ces formes-là extrêmes, il peut y avoir des personnes qui entraînent leurs enfants en bas âge. On parle de suicide altruiste. C'est terrible, mais parce qu'il y a un tel sentiment que la vie ne vaut rien, qu'ils ne valent rien, qu'ils veulent éviter à leurs enfants cette abomination, l'indignité dont ils se croient être pourvus, voyez. Donc, si l'entourage va dans ce sens-là, en confortant finalement d'une certaine façon ce que vous dites, en disant je comprends, oui. C'est-à-dire que c'est aller dans le sens de leur du fait que oui, il n'y a plus aucun espoir, ils sont dans le fond du gouffre et que eux-mêmes de toute façon ils valent plus rien, et que qu'ils se suppriment puisque vous personne ne les pleurera à la limite. Ce qui ne sera pas le cas. Mais voilà, c'est pas le cas. On le pleure déjà, en fait. Oui, vous pleurez parce que vous pleurez de le voir dans cet état-là, de voir cette souffrance qui malheureusement résiste à tous les traitements, puisque vous dites qu'il a des thymorégulateurs et donc des médicaments qui régulent l'humeur et des antidépresseurs, et que malgré tout, sa douleur morale est très grande. Alors, par rapport à ce que disait Alain Gérard hier soir, c'est-à-dire ne pas se résigner, c'est-à-dire il y a quand même à associer à ce moment-là, essayer, même s'il y a des patients qui malheureusement sont résistants à des traitements comme ça médicamenteux. C'est d'ailleurs dans ces cas-là qu'il avait parlé. Certaines personnes disaient mais c'est quand même quelle méthode, des électrochocs qui sont très bien contrôlés, qui sont faits évidemment sous anesthésie générale. Il disait que dans des formes les plus sévères, c'est ce qui pouvait parfois faire sortir les personnes de leur état de mélancolie, qu'il pouvait y avoir vraiment une réelle amélioration. On est dans les formes les plus sévères. Et c'est parce qu'il est aussi un spécialiste de la dépression qu'il peut en parler. C'est toujours évidemment avec l'accord du patient. Mais beaucoup de psychiatres n'osent pas aller jusque-là parce que c'est quand même très délicat de proposer ça. Mais si vous voulez, il y a toujours des possibilités. Et c'est en ce sens qu'il faut jamais se résigner. C'est vrai que là, c'est pas simplement, il est dans un état où c'est pas la thérapie qui peut l'aider dans ces cas-là, dans des moments aussi aigus, dans des moments de souffrance aussi aigus. Ça ne veut pas dire qu'après, quand la souffrance aiguë, peut-être il y a des moments où elle est moins intense. Oui, il y a des moments où il est bien, où il est voilà. agréable, mais effectivement, hier, Gérard parlait aussi souvent de l'origine et de la culpabilité. Oui. Je ressens beaucoup ça, en fait. Je pense qu'effectivement, il a beaucoup de culpabilité en lui et que on a une relation assez fusionnelle, dans le sens où il me fait, il me mettrait sa vie entre mes mains. Je me suis éloignée, je suis partie vivre à 500 km pour mon bien-être personnel.
pas pour le sien forcément. Et en fait, quand je viens le voir, je suis très heureuse des fois de voir qu'il va bien. Ça peut très rapidement dégénérer, et j'ai l'impression qu'en fait la cause de son mal-être et aussi de sa culpabilité, c'est moi, tout simplement, et que je représente un petit peu ce qu'il a échoué et tout ce pourquoi il se rend coupable, même si moi je ne lui reproche absolument rien. J'ai l'impression qu'en fait je lui fais du mal. À chaque fois que je vais le voir, parfois il est bien, et dans les jours qui suivent, il va complètement dérailler, et des fois il ne me supporte même pas, il est très heureux que je vienne, je vais le voir, et puis le lendemain matin il me dit je préfère que tu rentres chez toi. J'ai fait 500 km pour venir le voir. Donc, je pense que c'est pas lié, ça ne peut pas être lié à vous, même s'il y a vous êtes une relation, comme vous dites, très fusionnelle, extrêmement très très singulière, très particulière, qui vous lie à votre père. Il y a toujours plusieurs facteurs de vulnérabilité qui entrent en ligne de compte, et si vous voulez, vous êtes sa fille, il a eu toute une histoire avant que vous veniez au monde. Et c'est cette histoire-là, quand même, qui constitue la personnalité de votre père, ce qu'il a pu vivre. On sait que Alain Gérard en parlait hier, que il peut y avoir effectivement des facteurs héréditaires, génétiques, et puis il y a aussi des facteurs de stress très importants dans l'enfance. Vous êtes son enfant, vous êtes sa fille, vous êtes venu bien après que la personnalité de votre père était dite constituée. Alors qu'après il rejoue avec vous une forme de relation, vous voyez, qu'il a pu avoir, qu'il a pu connaître, où il cherche à réparer, ou bon, oui, ça je vous entends très bien à ce sujet, mais pour autant que vous soyez la cause de la si grande souffrance morale, et surtout quand on est dans ces états comme ça, si sévères de mélancolie, non. C'est parce que pour vous, c'est terriblement culpabilisant. Mais c'est toujours culpabilisant de voir un parent en souffrance. Donc votre culpabilité fait que vous sentez impuissante voyez, parce que tout le monde est dans cette impuissance. Mais je crois que si vous voulez, peut-être que comme il y a quand même, il n'a jamais eu, c'est toujours des accès mélancoliques. Il n'a jamais eu d'accès euphorique. Ah, bien sûr que si, il en a régulièrement. Il a été diagnostiqué bipolaire. D'accord. Il a eu, moi, pendant mon enfance, le souvenir que j'ai de lui, c'est soit du grand n'importe quoi en haut, soit du grand n'importe quoi en bas. C'était toujours des vagues intenses dans les deux cas. Très intense même dans les deux cas. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'élément déclencheur qui était le divorce de mes parents, avec des conséquences très importantes pour lui, pour moi. J'ai été séparée de lui pendant des années. On a eu la chance de se retrouver. J'essaye de lui dire, regarde, tu as beaucoup de chance, nous sommes ensemble. Tu as tes deux petites filles qui sont là, mais il n'est plus avec nous depuis bien longtemps. Et non, c'est ça, c'est-à-dire que dans ces moments-là aigus, il est dans un... vous dites qu'il y a des périodes où ces idées d'indignité vraiment morale, ces idées qui ne vaut plus rien, ces idées, fait que, comme vous dites, il est absent déjà lui. Il est complètement... ailleurs. Comme il disait, assigné à résidence en lui-même, quoi. C'est vraiment le côté, et c'est il est prisonnier de ça. Oui, c'est un enfermement. C'est un enfermement. Donc, je pense que je comprends l'énergie que ça vous mobilise. Vous pouvez en parler, vous êtes accompagné Non, mais après, moi, en fait, le fait d'être loin, et j'ai ma propre famille à moi maintenant, entre guillemets, c'est pas toujours très, très drôle de dire ça. Moi, je suis quelqu'un de positif, et j'ai eu des périodes où ça m'énervait énormément, en fait. Et là, en fait, je vois que ça décline de plus en plus. La tentative de suicide m'a beaucoup éclairci les yeux sur la situation. Je lui parle beaucoup.
Non, mais je peux comprendre le fait que par moment il y a tellement de souffrance, il y a tellement de souffrance morale. Se dire, c'est comme de dire à un moment peut-être que effectivement il vaudrait mieux que ça s'arrête, y compris pour lui. Mais pour autant, je crois que si vous voulez, de la même façon qu'on a fait. Vous ne pouvez pas lui dire, ça ne peut pas venir de vous, parce que déjà vous parlez de culpabilité là, ça serait trop lourd à porter. Si tant est que votre père, évidemment, je ne le souhaite pas, ni pour vous, ni pour lui, aille plus mal et fasse une tentative de suicide, ça serait insupportable pour vous de dire peut-être ces paroles ont pu déclencher. Parce que même si c'était pas le cas, ça serait insupportable, vous auriez à vivre avec ça. Donc, non, je comprends que vous le pensiez, mais l'entourage, si vous voulez, dans ces périodes où la personne est au plus au fond du gouffre, toujours être, quand même, ne pas se résigner, apporter quand même de l'espoir, sachant que, si vous voulez, de la même façon qu'on a améliorer quand même la prise en charge de la souffrance physique, on fait en sorte que aujourd'hui cette souffrance morale puisse être accompagnée. Pas assez encore, malheureusement. Il y a des limites, mais peut-être que Alain Gérard parlait de l'association fondamentale hier, justement, qui s'occupait des troubles. Des troubles spécifiquement bipolaires et de certaines formes d'autisme aussi, l'autisme Asperger. C'est à Créteil, à l'hôpital de Créteil. Vous pourriez peut-être les contacter parce que eux vraiment sont très pointus sur le traitement de la bipolarité, y compris dans ces formes aussi aiguës, aussi sévères de mélancolie. Si vous voulez, si vous avez de quoi noter, l'association s'appelle Fondamentale, comme voilà. Oui. Voilà, c'est à l'hôpital Chenevier à Créteil, et le téléphone est le 01 49 56 13 72. Très bien. Merci. Et je voulais rajouter une dernière chose, en fait, puisque de toute façon, aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas d'issue positive à cette histoire, parce que ça fait trop longtemps que ça dure et qu'on est arrivé à un point, je pense, quand même assez important. Et son psychiatre, que j'ai eu au téléphone récemment, m'a dit que de toute façon, même si il ne le faisait pas en une fois, il le continue un petit peu tous les jours parce que il prend des médicaments qui sont quand même assez importants. Il double, quadruple parfois les doses. S'asperge d'alcool vraiment oui, dans ces crises, oui. Donc oui. Elle m'a dit il se suicide à petite. Oui, mais bien sûr, mais il y a on est dans ça, dans l'autodestruction. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez dire oui. Vas-y. Vas-y. C'est ça, vous voyez, parce que ça peut être trop lourd de conséquences. Oui, j'ai dit ne pas se résigner, bien sûr, mais aussi tenter d'accepter son impuissance devant la souffrance extrême de ceux qu'on aime. C'est ce qui est difficile, mais je pense que justement, il faut essayer, contacter cette association. Oui, d'accord. Je pense qu'ils sont vraiment... c'est le docteur Alain Gérard qui me parlait, il disait qu'ils étaient très bien par rapport à... Oui, concernant les troubles bipolaires. On se rend pas forcément compte parfois quand il y a des pathologies qui touchent des gens, que ce soit la dépression ou bien autre chose, de l'impact que ça a parfois sur les proches. Ah oui. Moi, j'ai la chance d'être loin et d'avoir ma famille. C'est une chance que son épouse n'a pas. Elle dit, j'ai gâché ma vie et je vois bien qu'elle est très mal aussi, quoi. C'est très difficile. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je remercie également votre équipe qui est formidable. Merci. Qui est vraiment, vraiment gentille. Oui, ils sont un peu taquins, mais ils sont adorables. Je suis un jeune homme, très taquin, mais qui était adorable tout à l'heure. Oui. Merci vraiment. Oui. Merci pour eux, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et nous allons accueillir maintenant Léa. Bonsoir Léa. Léa, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, très bien.
Voilà, moi je veux réagir sur cette jeune femme, Céline, là, qui reste prisonnière de son amour. De son amour, oui. Et vous savez, moi j'ai un certain âge et donc de l'expérience, et moi j'ai vécu ça. Et j'ai compris, ça a pris un moment, que en fait, c'était quelque chose de très profond, ce lien que j'avais eu avec cet homme. Mais quand ça s'est cassé, ça a été très difficile. Et avec du temps, de la réflexion et tout ça, j'ai compris que c'était un amour imaginaire que j'avais. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'avais plaqué sur lui une image qui n'était pas lui. C'est-à-dire qu'il était lui, mais additionné en fait, je voyais dans son regard le regard que j'avais attendu toute ma vie de mon père. Et j'étais dans cette espèce de dépendance. Et le jour où j'ai compris que lui, j'avais voulu le faire entrer dans un univers et non pas m'intéresser à qui il était vraiment. C'est-à-dire que si j'avais eu la distance nécessaire pour voir qu'il existait avec ce qu'il était lui et non pas ce que moi je voulais qu'il soit, et là j'ai été libérée. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'était vraiment... Et ça n'enlevait rien de notre passion qui a été très belle et tout ce que vous... Enfin, fusionnelle, en fait. Et vous savez, dans ce livre de votre amie Tenenbaum... Sylvie Tenenbaum, oui. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié cette émission et dans ce livre, c'est très très bien décrit cette fusion qui est de la confusion. Ah oui, vaincre la dépendance affective, voilà, dans ce livre-là. Vaincre la dépendance affective dans ce livre-là. Et cette fusion qui est de la confusion, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de drogue de la fusion. Et en fait, cette fusion, c'est vraiment de la confusion. Et si cette jeune femme, elle arrive à regarder cet homme avec une certaine distance, à voir comment lui aussi est dans une quête... Certainement, moi je sais pas, je les connais pas ni l'un ni l'autre, mais ça apparaît comme une espèce, lui changeant de partenaire, à la recherche aussi certainement d'une image basique, j'en sais rien. Eh bien, elle va se libérer de ça et le prochain homme qu'elle va rencontrer, parce que ça va lui arriver, elle le regardera dans son ensemble, elle ne plaquera pas sur lui quelque chose. Parce que moi, après cet amour-là, j'ai eu un autre amour qui a été beaucoup plus structuré, avec des vraies réalités, où j'ai pas voulu que la personne réponde à cette espèce de soif complètement folle, mais où j'ai simplement accepté cette personne, et puis lui, moi, et puis nos défauts, et puis tout ça. Enfin, si vous voulez, quelque chose de structuré, et non pas de cette folie comme ça, se perdre dans le regard de l'autre, c'est terrible. Et moi, à quel moment vous avez compris, parce que c'est très important. Ça a pris assez longtemps, parce qu'il faut quand même vous dire que moi j'ai un assez gros bagage analytique, j'ai fait une psychanalyse, donc si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une souffrance, je sais qu'elle est très importante et j'en recherche toujours la genèse. Et en cherchant la genèse des souffrances, enfin, c'est pas un travail facile, mais les souffrances ne sont jamais il faut pas passer sur ces souffrances, il faut les vivre complètement. C'est-à-dire que moi, quand il y a eu cette rupture, vraiment, j'étais dans le 36e, le 38e, le 40, tout ce que vous voulez, et je me suis dit non, je vais aller au fond de ça. Pourquoi? Comment? Si vous voulez, comment ça s'était articulé, comment j'étais tombée dans cette... Et comment lui aussi, parce que à la base de ça, il y a quand même un lien qui est très fort entre deux personnes. S'il n'y a pas de lien entre les deux, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'histoire. Et donc, quand ça s'est défait, je voulais savoir qu'est-ce qui était derrière ça. Et puis aussi, on regarde ces aventures qu'on a eues avant. Parce qu'à son âge, elle a quand même dû vivre d'autres choses. Donc, comment ces aventures qu'elle a eues avant, comment elles se sont construites, comment elles se sont détruites, comment elle est passée d'une aventure à l'autre. C'est-à-dire remettre toute sa vie en perspective jusqu'à ce qu'elle trouve le moment où le manque vraiment a existé. C'est-à-dire que si vous voulez... Là, dans ce que j'ai entendu, il y a ce désir de fonder une famille, il y a ce désir d'avoir cette grande maison, et comme vous avez très bien dit, de la remplir. Mais en même temps, il y a cette personne qui
qui vraiment ne sait pas très bien ce qu'elle veut non plus. C'est-à-dire, elle veut ça, mais lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, moi, c'est ça que j'ai entendu. Oui, et c'est intéressant quand vous dites mettre en perspective, parce que demander quelque chose que l'on désire, mais à quelqu'un qui lui ne sait pas, ou qui ne correspond pas à ça, qui n'est pas du tout lui dans ce désir-là, ça revient à ne pas réaliser ce désir, à être, on va dire vite, un peu en situation d'échec. Et ça a un sens aussi, ça. Demander quelque chose à quelqu'un qui n'est pas en mesure de nous donner. Exactement. Et moi, je sais que dans l'aventure que j'ai eue après, j'ai raconté mon histoire. Et moi, quand j'ai perdu cet homme, je peux même pas vous le dire, j'ai envoyé des lettres que je croyais très intelligentes et tout ce qui s'ensuit. Et mon amant suivant m'a dit « Mais ton père est mort ?» Je dis « Oui. » Et donc, tu écrivais à ton père qui est mort. Tu n'écrivais pas à cet homme. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais bien sûr que c'est ça que je faisais. Je me justifiais. Je voulais dire à quelqu'un qui, en fait, n'était plus dans ma vie, si vous voulez, qui j'étais et que j'étais pas si grave, qui croyait... Enfin, quelque chose qui ne lui était pas adressé, en fait. Oui, qui était adressé à votre père. Est-ce que ça vous a aidé est-ce que ça vous a apaisé dans la oui, ça j'ai bien compris, ça vous a libéré. On sent que c'est extrêmement libérateur pour vous, mais dans la relation à votre père, mais dans la relation à votre père, est-ce que ça vous a apaisé aussi? Ça m'a apaisé aussi parce que j'ai compris exactement que mon père n'avait pas pu me donner ce que j'attendais de lui. Pour des raisons... Alors là, ça remonte au lien qu'il avait avec ma mère. Et si vous voulez, donc, en fait, j'étais tout le temps en quête de l'amour de cet homme, de mon père, mais il ne pouvait pas me le donner parce qu'il avait des choses qu'il reprochait à ma mère. Et moi, j'étais très fusionnelle avec ma mère, et donc, si vous voulez, en fait, j'étais la personne qui dérange, qui... et je lui... Ça s'est amélioré parce que je me suis dit qu'on pouvait, la même chose qu'on ne peut pas demander à un homme de remplir la case qu'on voudrait qu'il remplisse, je ne pouvais pas demander à mon père d'être différent qu'il avait été. C'est-à-dire qu'il avait été comme il pouvait être dans telle circonstance, parce que c'est un humain, donc il n'est pas tout à fait abouti non plus, lui. Et maintenant, il est mort depuis un bon moment, mais maintenant, je suis en paix avec lui, je suis en paix avec... vous voyez, c'est toute une... Ça s'entend, C'est une stratification, c'est comme des strates, comme on gratte dans... Oui. Mais tout à fait, c'est un travail, l'analyse, on peut comparer ça à l'archéologie, c'est vraiment, on cherche comme ça, c'est des fouilles, c'est des... Et en plus, on se rend compte que ça va bien avant notre naissance. C'est-à-dire que... Si vous voulez, déjà, dans l'état d'esprit où étaient nos parents, quand ils nous ont mis au monde, on porte déjà ça. Oui, bien sûr. Et les attentes, les espoirs, les rêves, les déceptions, bien sûr. Le petit bébé, contrairement à ce qu'on croit, il n'a rien d'innocent. Il est déjà chargé. C'est vrai, Tout ses parents et même quelquefois les grands-parents. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... Oui, on croit qu'il vient au monde complètement vierge. Or, il a toute une histoire. Il a tout ça et il a sa vie sur ses pour petites épaules. Et moi, mon grand rêve, c'est de mourir vraiment clean. C'est un bref, ça veut dire, enfin, finalement, oui, vous en approchez, j'ai envie de dire, pas de... Oui. Non, mais on sent de vous être libéré de tout ce qui vous pesait, de tout ce qu'on avait fait peser sur vos épaules. Voilà. C'est vrai que parfois, il faut pas trop d'une vie pour s'en libérer, alors on aimerait presque... Des parasites. Et au fur et à mesure que la vie avance, on se défait d'un et puis d'un autre. C'est vrai. Et puis c'est pas un chemin, c'est un chemin enfin, c'est surtout tortueux parfois. De jamais négliger la douleur, quelle qu'elle soit. Oui, alors ça, je retiens, je trouve ça très juste. Finalement, vous avez dit à un moment la douleur, il faut la vivre finalement, il faut la traverser. Alors évidemment, je compare pas avec, parce que là on parlait avec
avec Émilie de la douleur morale terrible, atroce, de la mélancolie, des dépressions très sévères. Oui, mais comme là, ça. si vous voulez, Là, non, là, il n'y a pas de. Ça fait pas avancer ces douleurs-là. Oui, ces douleurs-là, il faut vraiment. Voilà, c'est une prison intérieure. Là, celle que vous disiez, quand on a une souffrance à traverser, une souffrance à vivre, parce que la vie est comme ça, nous est jalonnée d'épreuves. Ça peut être une séparation affective qui peut représenter une immense épreuve, un deuil, parfois la perte d'un emploi. On veut faire l'économie de la douleur et la traversée effectivement permet d'en sortir autrement. Je pense que chaque douleur qui n'est pas vécue continue à agir sur vous. C'est-à-dire que, si vous voulez, si les gens qui sont très courageux, que vous voyez au lendemain de grandes catastrophes, non, tout va très bien, c'est ces gens-là qui sont à plaindre. Parce que ces gens-là, ils vont continuer leur vie avec leur paquet de douleurs opprimées à l'intérieur d'eux. Et en fait, ils ne seront jamais centrés dans leur personne. C'est-à-dire qu'ils seront toujours des êtres qui surmontent quelque chose. Or, moi, je crois qu'au lieu de monter, il faut descendre pour aller voir. Et après, ça se place. Et après, on peut vivre d'autres choses sans avoir tous ces bagages. C'est une autre approche. Moi, je vous rejoins, évidemment. Je me sens très en phase avec tout ce que vous venez de dire, de vivre et d'éprouver, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui s'éprouve. Mais il faut, si vous voulez, il faut une certaine force pour pouvoir faire ça. Vous voyez, il y a des personnes parfois qui préfèrent contourner et chacun fait comme il peut. Avec ce qu'il est. Mais je pense que de toute façon, quand même, chacun doit... Enfin, personne ne doit négliger sa douleur. Voilà. Écoutez, merci souvent, beaucoup. On a des proches qui sont là et qui, tout d'un coup, disent une petite phrase. Et cette petite phrase, elle fait avancer les choses. Merci infiniment parce que j'espère que Céline était toujours à l'écoute parce que je trouvais que c'était extrêmement éclairant tout ce que vous nous avez dit. Et n'hésitez pas à nous rappeler aussi, c'était vraiment très pertinent. En tous les cas, donc à bientôt. Moi, je vous écoute assez souvent et je trouve que vous avez vraiment une écoute très belle, très précise, très respectueuse. Et franchement, moi, je vous dis bravo. Merci, merci beaucoup Léa de votre confiance et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Graffiti, Elisa Manili, Free. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Et à demain sur Europe 1, il est 1h.